Aujourd'hui, on va vous raconter sans doute l'un des pires bugs logiciels que l'histoire a pu connaître. Alors qu'il est embarqué dans un dispositif médical, le programme en question, développé en assembleur, a provoqué 6 accidents, dont 5 ont été fatals. C'est devenu un des cas d'étude pour la sécurité des logiciels de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est très intéressant pour les implications qu'il y a eu ensuite. Mathieu, je te laisse la parole. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter l'histoire d'une machine. Et elle s'appelle Terac 25. C'est une machine de radiothérapie qui a été conçue par l'Atomic Energy of Canada Limited, pour le reste de la chronique, on va dire l'AECL. Elle a été conçue en 1982. Donc c'est pas tout récent l'histoire que je vais vous raconter. Et il faut savoir que dans ces années-là, 70, 80, 90, c'est difficile de traiter le cancer. Encore aujourd'hui, mais il se trouve qu'à ce moment-là, on fait plein de découvertes. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là, et notamment sur la radiothérapie. La radiothérapie, ça permet de détruire des cellules cancéreuses grâce au rayonnement. Donc depuis qu'on a découvert les rayons X en 1895. Revenons à Terac 25. C'est une nouvelle machine, et elle a cette particularité qu'elle répond à 2 besoins. En fait, il y a 2 types de radiothérapie. Il y a la radiothérapie par rayon X et la radiothérapie par électron. Okay. Je ne vais pas aller dans un détail fou parce que je ne suis pas médecin, mais il y en a même sans doute d'autres. Mais là, il y a ces 2 types de radiothérapie. Et normalement, il faut 2 machines. Et d'ailleurs, ils avaient fait la Terac 6 et la Terac 20. Et là, la Terac 25, elle regroupe les 2 technologies dans une même machine. Donc, ce qui fait que, déjà, c'est une prouesse technologique. C'est moins cher, c'est avantageux pour les hôpitaux. Globalement, c'est un succès, ils vont la commander. Enfin, J'achète parce que ça permet d'avoir une seule machine pour 2 usages et c'est moins cher. Et d'ailleurs, la Terac 6 et la Terac 20, sera son importance pour plus tard, a été développée en collaboration avec une entreprise française, c'est CGR, Compagnie Générale de Radiologie, et AECL décide de rompre ce partenariat pour aller tout seul construire cette nouvelle machine, la Terac 25. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est entièrement contrôlée par son logiciel. Et on est en 1982. Donc pour l'époque, c'est une petite révolution. C'est contrôlé par cet ordinateur. Okay. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui se déroule le 21 mars 1986. Ray Cox, un patient, se rend au East Texas Cancer Center pour sa séance de radiothérapie du jour. Il est atteint d'un cancer, d'une tumeur dans le dos. La machine Terac 25, ça fait 6 mois qu'elle est installée à peu près. Elle a vu 500 patients, enfin, vraiment aucun problème. Ray Cox, il vient pour une séance de radiothérapie par électron. Très précisément, 180 rad. Donc l'opérateur, il est dans sa cabine, donc ils sont dans 2 pièces différentes. Il sélectionne sur son interface. Vous voyez le beam type, il sélectionne X dans un premier temps. Et après, il entre la dose. Mais est-ce que vous avez suivi ? C'est-à-dire que, déjà... je vous ai pas dit. Il sélectionne X pour rayon X. D'accord. Pour X-ray. Ok, il sélectionne X, après il va rentrer... Ouais, il va rentrer l'énergie. Alors, pour une dose. Ouais, c'est ça. Okay. Et sauf que là, tout de suite, il s'aperçoit de son erreur, il fait... c'est vrai que Ray Cox, il est venu pour une séance par électron. Du coup, il met E, là. Donc ça, il met E dans un second temps. Et du coup, il s'en aperçoit tout de suite, donc il n'y a aucune incidence. Ça fait longtemps qu'il utilise ce logiciel, genre il va vite mois. avec... Ouais, il est plutôt... il va vite. Il est plutôt aguerri. Ça doit être il doit y avoir quelques opérateurs, mais il connaît bien la machine. Okay. Ça fait 6 mois qu'il est là et il la connaît bien. Donc il a fait son petit erreur, mais pas du tout grave. Donc il appuie sur E pour remettre radiothérapie par électron. Et puis il appuie sur B pour BIM, pour ce qui veut dire faisceau, donc pour lancer le traitement. Après quelques secondes, la machine s'arrête et elle affiche malfunction 54. Okay. Et c'est une erreur inconnue du manuel de l'opérateur. Bon, il voit cette erreur qu'il connaît pas, et puis il voit que le traitement est en pause. Ça, pour le coup, c'est très, très courant. Il se dit, je vais relancer. Il appuie sur P pour unpause le programme. Là, il y a un premier problème qui se passe, c'est que l'opérateur et le patient, ils sont dans 2 salles différentes. Et normalement, il peut voir et entendre. Il y a un système d'audio-vidéo. Sauf que ce jour-là, l'écran ne marche pas. On ne sait pas trop pourquoi. Et le haut-parleur est cassé depuis des mois. C'est le genre de truc, tu oublies de le réparer, et puis voilà. Et donc, il sait pas trop ce qui se passe dans la salle du patient. Et justement, ce qui sait pas, c'est que Ray Cox, lors de le premier faisceau qui est envoyé par la machine, il a ressenti comme un immense choc électrique dans le dos. Donc il se dit, il y a un problème. Il parvient à s'extirper de la machine. Et pile à ce moment-là,
c'est le moment où l'opérateur lance le deuxième faisceau. Juste, il se dit, bon, bah, ça a bugué, Ok. je lance le deuxième faisceau. Donc là, il a le réflexe de courir et il se met à tambouriner à la porte, à crier. Mais le deuxième etc. faisceau, du coup, il est dans le vide, quoi. Il Oui, est c'est pas ça. sur le patient. Ok. Oui, exactement. Il arrive à esquiver le deuxième. esquiver le deuxième faisceau. Ok. Mais ce qui est très étrange, c'est que sur l'interface utilisateur, après le premier faisceau, il y a marqué que la machine a envoyé 6 unités sur 202. D'accord. Donc non, c'était normal, il fallait qu'il continue. Enfin, C'est ça. Ouais. C'est comme s'il venait de commencer, quoi. exactement. Donc tout ça est un peu étrange. Il y a un médecin qui l'ausculte et il regarde, il fait bon, non, il y a rien de très grave, il y a des petites inflammations, mais aucun souci. Et il rentre chez lui. Sauf qu'il rentre chez lui et il a de plus en plus de grosses douleurs dans le dos, dans le cou, sur les épaules. Et puis le temps passe, il est pris de nausées, de vomissements. Et puis finalement, il a même paralysé localement de certains membres. Je vous la fais courte parce que c'est pas très drôle, mais 5 mois après cet épisode, Ray Cox meurt. Ok. Du coup, il y a des ingénieurs de la compagnie qui viennent et ils font tout pour essayer d'identifier le problème et de le reproduire. Donc, tu refais les tests et tout. Ils voient rien du tout. Ils voient rien du tout. Pour eux, l'erreur 54, là, c'est limite une erreur random. Enfin, ils savent pas quoi en faire. Et l'entreprise dira même que la probabilité d'une surexposition aux rayons est de 0. Ah ouais. Ils sont sûrs d'eux, quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un physicien de l'hôpital, il s'appelle Fritz Hager, va se pencher sur cette question. Et donc il va demander à l'opérateur qui était présent ce jour-là, allez, on refait la scène, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as rentré et tout machin, sans patient évidemment. Ouais. Pareil, il retrouve pas, et malheureusement il va y avoir un second accident, moins d'1 mois plus tard, dans le même hôpital, avec la même machine. Sur une autre personne. Sur une autre personne, et en plus là c'est encore plus tragique parce qu'elle avait des soucis à la tête. Ah oui. Donc en fait, le rayon a impacté direct sa tête et elle est Ouais. morte. Elle a agonisé, elle est morte au bout de 3 semaines en fait. Je me demande même pourquoi ils ont pas réagi plus tôt. En fait, je sais pas à quel point ils ont arrêté la machine et tout. Ouais. Mais bon, là, il y a 1 mois plus tard, elle a fonctionné quoi. Donc, Ouais. et je pense qu'en fait, juste ils disaient que c'était pas la machine. Il y avait vraiment ce truc où c'est pas possible, tout fonctionne bien. Bon, du coup, Fritz Hager, le physicien, il reprend et ils vont enfin comprendre. Mais avant de vous expliquer, est-ce que vous avez des petites idées? C'est pas parce qu'il a modifié de X à E, et du coup, au moment où il fait cette modification-là, quelque part, il y a un check qui est pas fait et il met pas la bonne dose. Je vais dire pour rien celle-là. Eh. Complètement. C'est ça, alors je vais rentrer un peu dans le détail pour vous comprendre en fait comment a été codé le Terac 25, parce que c'est une erreur logicielle de code due au développement. En fait, dans le code, il y a une variable qui s'appelle T-phase, qui contrôle l'avancée des sous-programmes de la machine. Donc c'est lui qui dit à quelle étape on en est. Donc voilà, ça c'est un schéma déjà qui est un peu complexe. Pour une machine qui est normalement assez simple, bon c'est un peu complexe. Et en fait, quand l'opérateur a appuyé sur X, cette variable, elle est passée en mode c'est bon, tu peux set up la machine. Et donc ça veut dire qu'on lui a demandé la quantité de radiation, ça c'est normal, et que dans le même temps, en fait, il y a un aimant qui s'est mis en marche pour changer de mode. En fait, quand tu as appuyé sur X, ça envoie directement l'instruction de « prépare ton setup pour le mode rayon X ». L'opérateur change, il appuie sur E parce qu'il s'est trompé. Le problème, c'est que en fait, la machine s'était déjà enclenchée, et donc l'aimant devait bouger, et l'aimant met 8 secondes à bouger. Ah. Et le gros problème, c'est que pendant ces 8 secondes, tu peux taper n'importe quoi sur ton ordinateur, le système ne prend pas en compte. Et donc, la machine n'est jamais repassée en électron mode. Parce que l'opérateur a été trop rapide et que lui, il connaît la machine par cœur, il a fait hop, flèche du haut, modifier E. Et 8 secondes, c'est une éternité pour une machine que tu connais bien. Résultat, Ray Cox, notre patient, il a reçu des rayons X avec un dosage très important alors que la cible n'était pas en place. Donc il a reçu des rayons X dans un mode électron, si vous voulez. En fait, ça a mélangé la machine. Comment c'est possible? Et en fait, derrière cette erreur de conception, il y a une erreur logicielle, c'est le problème de concurrence. En gros, la variable T-phase, elle pouvait être écrite par 2 processus séparés, et il n'y avait aucune logique de priorité. C'était le premier servi. Et en fait, là, il y a un processus qui, le changement de mode physiquement de la machine qui a pris cette variable, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu réécrire dedans. Et en fait, c'est le processus 1 qui a gagné. En fait, imaginez-vous que c'est comme s'il y avait 2 programmes en même temps qui se battent pour accéder à une certaine zone de la mémoire ou une certaine action. Et c'est un problème de programmation classique. C'est ça, et c'est un problème de concurrence, on pourrait dire en français. Il y a un truc qui m'interroge, c'est que ok, t'as un bug logiciel,
mais tu es en train de mettre une machine qui coûte probablement des centaines de milliers d'euros, qui va jouer avec la vie des gens, en fait. Ouais. Ouais. Donc, comment c'est possible que un simple problème de concurrence, un petit bug classique que n'importe qui pourrait faire, comment c'est possible qu'il soit à l'origine d'un changement de la machine, d'un changement hardware qui soit létal? C'est-à-dire que ça pose En fait, plein de questions, je trouve. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de garde-fou, quoi. Exactement. Et on va le filtre. Eh ben, je vous propose de tous les recenser, Ouais. ces garde-fous. En fait, la première chose, c'est que je l'ai dit au début, ils ont enlevé toutes les sécurités hardware, où tu avais vraiment un bouton à enclencher. Ce que tu avais sur le Terac 6 et le Terac 20, il n'y avait jamais eu aucun souci. Là, se sont dit, full software. Mais déjà, quelle naïveté. Sur une machine dans un hôpital, faut être confiant, quoi. Deuxièmement, en fait, à l'époque, le développement de logiciels, c'est pas du tout comme de nos jours, c'est assez confidentiel. Il y a des petites communautés de programmeurs et il y a un peu une croyance qui fait que si un logiciel fonctionne pour la fonction qu'on lui a dit de réaliser, c'est OK. Ça ne marchera buggera toujours. jamais, ça buggera toujours. Et en fait, toutes les erreurs qui ont été faites partent un peu de cette croyance que c'est bon, enfin... Le code marche. Alors qu'en fait, par exemple, non. Le fait, à mon avis, le fait de faire une machine qui est entièrement contrôlée par logiciel, pour eux, c'était vraiment une avancée. Ouais. En mode, mais juste, ça va régler plein de soucis, entre guillemets. Quoi. Donc, il y a ça. Et surtout, il y a le comportement de AECL qui a mis au point cette machine qui est vraiment particulier. Le déni. Alors, le déni... Alors, exemple de déni, quand ils se sont aperçus du problème quand même, ils se sont dit, bon, ok, on va faire un patch. Le patch, j'envoie une lettre à tous les gens qui ont un Terac 25 dans leur hôpital. On vous propose de bannir la flèche du haut qui permet d'éditer le mode. C'était le patch proposé. Autre problème, alors tu l'as dit, c'était développé en assembleur, donc c'est PDP 11 et puis le petit ordinateur qui permettait de taper à côté. Donc c'est une grosse machine. Hein. Le petit ordinateur qu'on a vu, c'est juste l'interface de ceci. Ça c'est l'ordinateur qui est à côté du Terac 25. Il y a un design électronique très complexe et donc il fallait développer le software. Et là ils se sont dit, ok, à qui on va faire appel pour développer le logiciel de notre nouvelle machine incroyable qui envoie des radiations pour guérir le cancer? On va confier ça à un unique programmeur amateur. Ok. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, c'était l'époque de l'électronique, donc je suppose qu'ils avaient des ingénieurs en électronique très très haut placés, enfin très très compétents. Mais en fait, ils ont juste demandé. Donc c'est un mec tout seul qui a codé ça. Donc pour un mec tout seul, là, ce qu'on a vu, c'est pas mal. C'est beau, hein. Et en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que lui, le programmeur amateur, mais en fait, je pense qu'il avait même pas conscience de créer un programme qui avait une importance vitale. Heureusement, son identité a jamais été révélée, même dans les procédures et tout machin. On sait pas qui c'est. Mais en vrai, c'est pas. Moi, je dirais, c'est pas de sa. C'est pas réellement de sa faute, en fait. Et surtout, je pense qu'il y a des briques dans le process qui sont pétées là, en fait. Et justement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, même s'il est un unique programmeur, etc. Pas des tests, par exemple. Question qu'on leur a posée. Est-ce qu'ils ont fait des tests? Alors l'AECL a répondu. Ah oui, on a fait 2700 heures de tests logiciels. Très bien. On leur a demandé des données, des rapports sur ces tests. Ils ont dit alors. On a fait 2700 heures de tests logiciels, mais en fait par les opérateurs de la machine directement. Oui, donc c'était des tests en production. AECL vient d'inventer les tests en production. En fait, c'était le nombre d'heures que la machine avait tourné jusqu'aux accidents. Sur des vrais patients. Évidemment. Oui. Juste mytho. Voilà. Pas mal. Donc aucun test. Pareil, il y a du code qui a été repris des machines Terac 6 et Terac 20 qui ont été développées par des Français en plus. Aucun test de régression pour savoir si le code qui marchait sur les anciennes machines marche sur les nouveaux. Enfin, vraiment, aucun test. Ray Cox aurait dû recevoir, je l'ai dit, 180 RAD. En réalité, il a reçu entre 16 500 et 25 000 RAD en seulement une seconde. Pour comparaison, c'est des centaines de fois plus que les liquidateurs de Tchernobyl. J'allais dire ça. À Fukushima, les 13 travailleurs les plus exposés ont absorbé des doses estimées entre 2 et 12 Gray. Ouais. Si on regarde, il y a une page Wikipédia qui recense la létalité du Gray. Et donc, je crois que c'est à partir de 5. 5 Gray, il y a marqué, c'est la dose létale. C'est létal, ah ouais. Et après... oui, donc à 300, les chances de survie sont nulles. À 200 ou à 300, en fait, ils pouvaient juste pas s'en sortir. Et ce qui est atroce, c'est que ça a duré 6 mois. Lente, quoi. Ouais, ça a duré 6 mois. En fait, tous les circuits sont bouffés. Bref. Et donc, du coup, on dénombre au moins 6 accidents, donc 5 morts avérés, à cause d'un problème de concurrence, quoi.
En tout cas, Voilà. si le sujet vous intéresse, je crois qu'il y a une vidéo que vous pouvez aller voir. On vous la mettra dans la description. Qui nous a permis de faire découvrir, Et c'est de celle-là. découvrir ce sujet. On est tombé sur ce sujet avec cette vidéo. Ce qui s'est passé ensuite, évidemment. Bon, on va pas se lamenter sur ce qui s'est produit, mais, Ah ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est devenu, comme tu disais, un cas d'école. et aujourd'hui, tout le monde, je sais pas, mais c'est devenu un cas d'étude pour Personne la veut que ça lui sécurité arrive, en fait. Donc, des logiciels, Ouais. principalement des systèmes critiques. En fait. Au final, c'est souvent comme ça que les process sont mis en place et les standards. C'est qu'à un moment, il y a eu une erreur, il y a eu une grosse faille. Et on a été obligé de régler. mais en fait, c'est malheureux, mais on est obligé de passer par là. Bah oui. Parfois. Oui. Enfin, on n'est pas obligé, mais C'est ça. souvent, c'est parce qu'on passe On par est là. obligé de passer par 5 morts, peut-être pas. Non, mais c'est parce mais que. Enfin, voilà, c'est parce que affreux, c'est mais. Et c'était dans les années 80-90. Le Ouais. monde a bien changé, heureusement. C'est clair. Une autre découverte assez scandaleuse dont on avait parlé sur Underscore, c'était celle de ce chercheur en cybersécurité sur les câbles sous-marins. On les pensait inattaquables et pourtant, je vous laisse aller voir cette vidéo.